Au menu de ce Weekly Tech, Google a une solution contre les faux avis et cela aura des conséquences. Puis l'iPhone 16 gagne un nouveau bouton pour prendre des photos, mais est-ce vraiment utile? Et on a passé une semaine avec l'Apple Watch 10 et c'est une véritable surprise. Et enfin l'ISS a une fuite et ce n'est pas un bout de scotch qui va la colmater. Allez, le Weekly, c'est parti! Depuis des années, Google Maps fait face à un fléau qui ternit sa réputation, les faux avis. Les évaluations bidonnées, souvent commandées par des entreprises malhonnêtes pour gonfler artificiellement leur popularité, induisant en erreur les utilisateurs et nuisant à la confiance dans la plateforme. Mais Google semble enfin passer à l'offensive. Face à une vague de critiques et à la nécessité de maintenir sa crédibilité face à l'essor de l'intelligence artificielle, Google a décidé de sévir contre les entreprises qui manipulent leurs avis. Le service de cartographie lance une nouvelle politique de tolérance zéro, appliquant des sanctions drastiques aux contrevenants. Désormais, les entreprises prises en flagrant délit de manipulation d'avis s'exposent à des conséquences concrètes. Google peut supprimer temporairement les avis existants, bloquer la possibilité de nouvelles évaluations et surtout afficher un message d'avertissement explicite sur le profil de l'entreprise. Ce dernier point est crucial car il avertit directement les utilisateurs potentiels de la présence de pratiques frauduleuses et les incite à se méfier de notes affichées. Google a clairement défini les limites. Toute tentative de contournement, qu'il s'agisse d'utiliser plusieurs comptes ou de recourir à des technologies d'émulation, est désormais considérée comme une infraction grave. Cette fermeté est un signal qui démontre l'engagement de Google à garantir une plateforme fiable pour ses utilisateurs. L'initiative de Google ne se contente pas de punir les contrevenants. Elle vise également à prévenir les utilisateurs et à les protéger des informations erronées. En affichant des avertissements sur les profils suspects, Google donne aux consommateurs les moyens de faire leur choix en toute connaissance de cause et éviter de tomber dans les pièges des avis trompeurs. Par ailleurs, Google s'engage à prévenir les propriétaires d'entreprises avant d'appliquer toute restriction. Cette démarche permet de garantir une certaine transparence et offre aux entreprises la possibilité de rectifier leur comportement ou de faire appel de la décision avant que les sanctions ne prennent effet. Car oui, les faux positifs vont forcément arriver et le but n'est pas de punir une entreprise dans son bon droit. Bon, en revanche, aucune info sur les méthodes. Même si la simple annonce de ces nouvelles mesures devrait avoir un impact significatif, l'effet dissuasif est indéniable et de nombreuses entreprises qui souhaitent tricher pourraient bien se raviser. Cette année, les 4 iPhone 16 sont équipés d'un bouton supplémentaire sur la tranche droite qui est exclusivement dédié au contrôle de l'appareil photo. Je m'excuse d'avance à Apple qui ne semble pas vouloir appeler cela un bouton. Sauf que le nom officiel français, commande de l'appareil photo, est un peu long, donc on va rester sur bouton pour cette vidéo. C'est vrai que cette surface n'est pas si basique que ça, elle est également tactile et réagit aux différents niveaux de pression. Cela débloque donc de nombreuses interactions, à commencer par un appui simple qui permet de lancer rapidement la caméra. Un second appui prend une photo et un appui long lance une vidéo. Attention, il faudra rester appuyé tout le long, ce qui est un peu fastidieux. Un appui fort sur le bouton prendra systématiquement une photo ou une vidéo, donc pour naviguer dans les réglages de l'appareil, ça se fait avec la surface tactile. Un double appui léger sans cliquer totalement ouvre un panneau avec des réglages, on peut swiper pour les faire défiler et appuyer, légèrement encore, pour les sélectionner. Un appui léger simple lancera le dernier réglage sélectionné quand on ouvre l'application à nouveau. Bon, dit comme ça, c'est pas très facile, il y a beaucoup de gestes à mémoriser, mais dans la pratique, ça donne quoi? Après une semaine avec l'iPhone 16 entre les mains, je dirais que c'est à la fois très utile et pas très utile. Je m'explique. Je l'utilise très souvent pour faire des choses simples comme ouvrir rapidement l'application caméra, capturer des moments un peu sur le vif. Le bouton me fait gagner un temps précieux. En revanche, je reste encore sceptique pour ce qui est du reste des commandes. Je comprends l'idée de réunir des réglages en un seul endroit avec une interaction physique qui fait penser à un véritable appareil photo. Sauf qu'ici, les interactions sont quelque peu laborieuses et nécessitent de nombreux taps et swipes pour arriver à ses fins. Par exemple, pourquoi ne pas ouvrir directement le menu du bouton en glissant son doigt sur le pavé tactile au lieu de devoir appuyer 2 fois légèrement? J'ai maintes fois appuyé trop fort et pris des dizaines de photos accidentelles pendant mes tests. Au bout d'un moment, je me suis retrouvé à taper sur l'écran pour faire mes réglages comme au bon vieux temps. Enfin, le simple fait qu'il n'y ait pas l'intégralité des réglages sur ce bouton fait qu'on va forcément alterner entre l'interface du bouton et celle de l'application, ce qui complique encore un peu tout. Finalement, pour cette commande de l'appareil photo, il y a de l'idée. Le bouton est loin d'être inutile et mériterait juste d'être simplifié. Avec les mises à jour d'iOS à venir, une nouvelle fonction de Focus Lock arrive permettant de figer le focus sur un sujet précis pendant une vidéo. Le bouton peut également se mapper à n'importe quelle application de photo comme Instagram et bientôt Snapchat. Cela fait déjà 7 jours que je porte la nouvelle Apple Watch au poignet et il y en a des choses à dire. Attention, il ne s'agit pas d'un test, mais de mes premières impressions sur cette série 10 qui n'a pas reçu d'excellentes critiques lors de son arrivée. C'est normal, beaucoup attendaient une refonte totale de la montre connectée pour célébrer son 10e anniversaire. À la manière de l'iPhone 10, certains envisageaient quelque chose de fou, mais en 2024, Apple n'a pas autant de marge de manœuvre. La marque américaine a tout de même tenté d'aligner les nouveautés minimes, à commencer par le design.
10% plus légère, 10% plus fine. Je l'ai comparé avec une Apple Watch série 9 et il faut dire que la différence est là. Ce n'est certes pas une raison suffisante pour passer au nouveau modèle, mais quand on porte un objet au poignet toute la journée, qu'on enfile et retire des vêtements et qu'on bouge dans tous les sens, quelques millimètres en moins, ça se refuse pas. On bénéficie d'un écran plus grand que l'année dernière, un poil supérieur même à l'Apple Watch Ultra sur la version 46 mm. On peut donc afficher davantage de contenu, avoir des touches plus grosses quand on tape au clavier, bref, pour un petit écran comme celui-ci, c'est toujours bon à prendre. Au passage, cette nouvelle couleur noire de jet me plaît beaucoup et devrait vous rappeler l'édition spéciale de l'iPhone 7. La série 10 intègre une détection de la profondeur de l'eau et une application pour suivre les vagues. Avec l'été derrière nous et à 400 km des côtes, je n'ai pas testé tout ça, mais en revanche j'apprécie les haut-parleurs de la montre qui peuvent maintenant diffuser du son, comme de la musique ou des podcasts et des vidéos. Attention, ce n'est pas fameux, mais l'intérêt, c'est que ça dépanne. L'autonomie d'environ une journée ne bouge pas, mais ce qui change tout avec cette Apple Watch Series 10, c'est bien la vitesse de la charge. 50% plus rapide que l'année passée, on peut maintenant passer de 0 à 80% en 30 minutes. Plus besoin de se prendre la tête, quelques minutes sur le chargeur pendant la douche, quelques minutes quand le bracelet vous gratte, et boum, vous avez assez de jus pour tenir la journée et même traquer votre sommeil. À l'avenir, l'Apple Watch 9 et 10 seront également capables de détecter l'apnée du sommeil avec des analyses mensuelles. Pour plus de détails, rendez-vous sur notre test complet qui arrive très bientôt sur JVTech. La Station Spatiale Internationale, autrement dit ISS, symbole de la collaboration internationale de l'exploration spatiale, fait face à un défi de taille. Une fuite d'air persistante dans le segment russe de la station, qui ne cesse d'aggraver au fil des années. Depuis sa découverte en 2019, cette fuite, localisée dans un sas d'étanchéité appelé PRK, a connu une augmentation significative. En avril dernier, elle atteignait un taux alarmant de presque 1,7 kg d'air par jour. Une situation qui a poussé la NASA à élever le niveau de risque de l'incident au maximum. Face à cette situation, les équipes de la NASA ont redoublé d'efforts pour trouver des solutions. Des travaux de réparation récents ont permis de réduire le taux de fuite d'environ un tiers, comme l'a confirmé Robin Gattens, directrice du programme ISS à la NASA. Malgré ces efforts, la cause exacte de la fuite reste inconnue. Les investigations se concentrent sur les soudures internes et externes du SAS, une anomalie qui n'a pas été observée ailleurs sur la station. Pour le moment, la fuite est limitée en fermant la trappe du SAS PRK lorsqu'il n'est pas utilisé. Toutefois, si la fuite s'aggrave, la fermeture définitive du SAS pourrait s'avérer nécessaire. Cela aurait pour conséquence de priver la station d'un port d'amarrage essentiel pour les vaisseaux Progress et Soyuz qui assurent le ravitaillement et le transport des astronautes. Selon la NASA, Roscosmos est confiant qu'ils pourront surveiller et fermer la trappe du module de service avant que le taux de fuite ne devienne inatteignable. C'est en tout cas ce que souligne un rapport du bureau de l'inspecteur général de la NASA. Cependant, la NASA et Roscosmos n'ont pas trouvé d'accord sur le point à partir duquel le taux de fuite devient intenable. La fuite du SAS PRK n'est qu'un des nombreux défis auxquels la NASA doit faire face pour maintenir l'ISS opérationnel jusqu'à la fin de la décennie. Le rapport du bureau de l'inspecteur général mentionne également des problèmes potentiels de chaîne d'approvisionnement pour obtenir des pièces de rechange nécessaires aux réparations de l'ISS, des difficultés persistantes concernant la sécurité du vaisseau Starliner de Boeing et des risques croissants liés aux débris spatiaux. Le rapport évoque également des difficultés liées à la fin de vie de l'ISS, la NASA ayant attribué un contrat à SpaceX en juin pour développer un véhicule de désorbitation pour l'ISS basé sur le vaisseau spatial Dragon de la société. Ce véhicule permettra de provoquer une entrée atmosphérique contrôlée de la station en visant un corridor d'océan de 2000 km de long. Bref, la situation de la fuite d'air de l'ISS met en lumière les défis techniques et politiques auxquels l'exploration spatiale est confrontée aujourd'hui. Surtout pour un appareil dans l'espace depuis si longtemps. L'avenir de la station spatiale et sa désorbitation à la fin de la décennie dépendent de la collaboration entre la NASA et Roscosmos, les Russes. Une collaboration qui s'avère de plus en plus complexe dans le contexte géopolitique actuel. Le Weekly Tech, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine.